La sexualité entre femmes, aucun risque. D'ailleurs, s'il n'y a jamais eu de campagne de sensibilisation à ce sujet, c'est pas pour rien. Malheureusement, la sexualité entre femmes est assez invisible, ce qui fait qu'il y a un manque d'informations à ce sujet qui est assez effrayant. Déjà, IST ça veut dire quoi? Ça veut dire infection sexuellement transmissible. Ce sont donc des infections qui se transmettent principalement par des relations sexuelles non protégées, mais aussi par l'échange d'objets sexuels. Il y en a tout un tas, et même si la plupart se soignent très facilement, il vaut mieux les détecter rapidement parce que sinon elles peuvent vraiment te pourrir la vie ou alors entraîner de graves complications. Aujourd'hui, on va parler des IST les plus courantes ou les plus graves, et dans une prochaine vidéo, on parlera des moyens de prévention et de protection. On parle plutôt des symptômes qui touchent les gens avec des vagins, parce que finalement, c'est ce qu'on connaît de mieux. Tout d'abord, l'affection historique, ouais, même Louis XIV l'a eu, la chaude-pisse, alias la ch'touille. Tout le monde a déjà entendu ce mot, c'est rigolo, on sait pas vraiment ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut pas l'avoir. La gonorrhée, parce que là, son véritable nom, c'est une IST due à une bactérie, Neisseria gonorrhoeae. Les symptômes ne sont pas gravissimes, des brûlures ou des écoulements du vagin ou de l'anus, de la fièvre, des douleurs dans le bas-ventre, bref, c'est pas mortel, mais c'est pas agréable. Par contre, si elle n'est pas traitée, elle peut remonter dans les organes génitaux et laisser des séquelles comme une stérilité par atteinte des trompes. Elle peut aussi atteindre le nouveau-né lors de l'accouchement et lui donner une conjonctivite. Autre maladie un peu historique, la syphilis. Vous l'avez peut-être déjà entendu sous le petit nom charmant de vérole. Elle est causée par une bactérie, le tréponème mâle, en forme de boucle, et se transmet par voie sexuelle, sanguine ou de la mère au fœtus. Après une période d'incubation de quelques semaines, un chancre, c'est-à-dire une plaie rosée, lisse, un peu dure, apparaît sur la peau ou la muqueuse qui a été contaminée. Si ce n'est pas traité à ce moment-là, des lésions peuvent apparaître sur tout le corps et toucher éventuellement les organes et entraîner la mort. Maintenant, heureusement, grâce aux antibiotiques, la syphilis dépistée précocement se soigne très bien. Cette maladie est presque disparue, mais on observe une recrudescence depuis le début des années 2000, donc on ne l'oublie pas. Ensuite, il y a Chlamydia, qui a donné son nom d'ailleurs à une association très cool pour la santé sexuelle lesbienne, les Chlamydias. Au niveau des symptômes, c'est souvent le néant. Oui, cette bactérie ne fait pas beaucoup de bruit, tout au plus quelques écoulements ou brûlures, mais si on ne la soigne pas, c'est un facteur d'infection des trompes et de grossesse extra-utérine, ce qui peut aboutir à terme à une stérilité et à une atteinte du nouveau-né. Le problème des chlamydia, c'est que c'est souvent asymptomatique. Il existe donc de nombreux porteurs qui s'ignorent. Et oui, on estime à 10% de la population française les porteurs sains. On peut donc facilement la transmettre et l'attraper. Mycoplasma, la bactérie, et Trichomonas, le parasite, se transmettent essentiellement par échange d'objets sexuels ou d'objets de toilette. Dans 50% des cas, il n'y a pas de symptômes, sinon ce sont des écoulements mousseux, malodorants et des démangeaisons. La principale conséquence de cette infection, c'est la salpingite, c'est-à-dire une infection des trompes, qui peut causer à terme une stérilité. Et puis sans aller jusque là, sentir mauvais et avoir une terrible envie de se gratter, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Les hépatites. Hépatite, étymologiquement, l'inflammation du foie. Celles qui sont sexuellement transmissibles sont les hépatites A, B et C. La transmission des hépatites est fréquemment non sexuelle, en effet c'est plutôt une contamination sanguine par échange de seringues pour l'hépatite B et C, et due à des mauvaises conditions d'hygiène alimentaire pour l'hépatite A. Mais une transmission sexuelle est possible, notamment en cas de rapport non protégé, de rapport pendant les règles ou d'infections concomitantes de type herpès. La plupart du temps, la guérison des hépatites est spontanée, sauf pour les hépatites B et C, où cela peut devenir chronique et avec des complications graves, notamment la cirrhose, le cancer du foie ou alors une atteinte du nouveau-né. L'herpès génital, c'est des petits boutons très douloureux en forme de bulle, localisés notamment au niveau des organes génitaux et de l'anus, et ça gratte. Comme pour l'herpès buccal, il n'existe pas de guérison définitive, mais il existe des traitements pour diminuer les symptômes ou prévenir les récidives. Le risque principal de cette IST est une atteinte du nouveau-né, notamment pendant la grossesse, l'accouchement ou les premiers jours de vie. Le papillomavirus humain, tout le monde en a entendu parler, notamment avec la polémique du vaccin Gardasil qui concerne surtout les adolescentes avant les premiers rapports sexuels. La transmission est sexuelle, frottement entre deux sexes, masturbation réciproque ou échange d'objets sexuels, et le symptôme principal est un condylome, c'est-à-dire une petite verrue indolore et peu visible au niveau des organes génitaux. Et la conséquence de l'infection par ce virus, c'est le cancer du col de l'utérus. Et oui, la plupart des cancers du col de l'utérus sont dus à ce virus, d'où l'intérêt du frottis. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Même si ce virus est lié au cancer du col de l'utérus, il est aussi porté par des gens avec des pénis, ce qui est logique vu qu'il n'apparaît pas par miracle dans les vagins des femmes hétéros, et eux sont porteurs sains. Néanmoins, les condylomes poussant sur les muqueuses, ils peuvent aussi toucher les hommes ayant eu des rapports anaux en se développant sur le rectum, et plus rarement sur la bouche. Maintenant, celle que tout le monde connaît, le VIH, alias virus de l'immunodéficience humaine. Vous pensez tout savoir là-dessus? On va vérifier ça.
Découvert en 1981, le VIH est ce qui a causé une peur bleue du sexe à la génération des années 80. En effet, à l'époque, aucun traitement n'existait et l'évolution se faisait rapidement vers le décès, ce qui a décimé une partie de la communauté homosexuelle masculine à l'époque. Si cela a évolué depuis, le VIH reste malgré tout une infection grave, sans aucun traitement curatif. Et oui, la trithérapie, tout ça, ça ne fait que ralentir l'évolution de la maladie, car si l'espérance de vie est passée de 10-15 ans à 50 ans aujourd'hui, ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de se protéger. Surtout que les traitements pour le VIH sont lourds, quotidiens et entraînent des effets indésirables. On peut d'ailleurs considérer aujourd'hui le VIH comme une maladie chronique. On vous parlera d'ailleurs de tout ce qui est traitement post-exposition et de prophylaxie pré-exposition dans une prochaine vidéo. Et pour finir, deux pathologies qui ne sont pas forcément des IST, mais qui peuvent se transmettre et surtout pourrir la vie. C'est donc la mycose et la vaginose. Les mycoses sont dues à un champignon, Candida albicans. Albicans, ça veut dire blanc, et c'est ce qu'il faut retenir car ce sont des pertes abondantes, blanchâtres, grumeleuses, et souvent avec de fortes démangeaisons. Ce germe peut se transmettre via des relations sexuelles, ou alors on peut le choper tout seul, si on est un peu déficient au niveau du système immunitaire. On peut aussi le transmettre, et d'autant plus facilement qu'on a une partenaire dotée d'un vagin. La vaginose, c'est un déséquilibre de la flore du vagin qui permet à une bactérie, Gardnerella vaginalis, de prendre le dessus. Gardnerella est une bactérie naturellement présente dans le vagin. Comme les mycoses, on peut l'attraper toute seule ou être contaminée par son ou sa partenaire. Qu'est-ce que ça fait? Dans une partie des cas, rien du tout, sinon ça va faire des pertes grisâtres avec une forte odeur de poisson pas frais. Ce n'est pas douloureux, mais le principal risque, c'est que comme la flore microbienne est déséquilibrée, elle ne peut plus faire son job de protection et donc il y a plus de risques de choper les germes avec lesquels elle entrera en contact. Dans un cas sur deux, même traité, ça peut récidiver, d'où l'intérêt d'une vigilance au niveau de l'hygiène. Non, je te vois venir à vouloir te nettoyer l'intérieur de la foufoune au savon, ne fais surtout pas ça, ça ne fait qu'aggraver les choses. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à aller voir les liens en barre d'infos et dans la prochaine vidéo, on parlera des moyens d'éviter d'attraper tout ça.